Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un 7e épisode de ma chaîne YouTube qui va parler de l'émancipation de la femme de la République romaine jusqu'à aujourd'hui. Au moment de la République romaine, donc en l'an 100, la femme était autorisée à avorter, pouvait utiliser des moyens de contraception pour éviter toute grossesse non désirée et avait aussi le droit de divorcer. Et d'ailleurs, le divorce était plutôt fréquent et l'adultère n'était pas puni. Au moment où la chrétienté devient obligatoire dans la République romaine, que la misogynie va apparaître. Au début, la chrétienté prône plutôt l'égalité homme-femme et plutôt dans une logique favorable à la condition de la femme. Et puis, au fur et à mesure, la misogynie va l'emporter sur la volonté d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc le divorce va être supprimé, la femme va devoir obéissance à son mari, elle aura un devoir de reproduction, elle n'aura comme seule fonction d'être ménagère, femme au foyer, de faire des enfants, et donc finalement c'est le mari qui aura sa place dans la vie de la cité, dont la femme sera totalement exclue. Il y aura la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, c'est le moment où des femmes vont être tuées et brûlées car elles seront trop indépendantes et trop autonomes. En fait, au début, cela vise surtout les sages-femmes et les guérisseuses qui utilisent une médecine douce à base de plantes qui va faire concurrence à la médecine plus forte des classes dirigeantes. Et donc finalement, ces femmes-là vont être brûlées. Et plus tard, cela visera toutes les femmes, donc comme je l'ai dit, qui sont trop autonomes et trop indépendantes. Ensuite, on va avoir, au moment de la Révolution française, les femmes vont partir vers Versailles pour obtenir du pain. Donc à la base, elles ne sont pas dans une logique de pouvoir, elles sont dans une logique de nourrir leurs enfants et de se nourrir elles. Je vais maintenant parler des grandes féministes de notre histoire. J'ai dû en sélectionner quelques-unes car je n'ai pas pu parler de toutes dans cet épisode. Donc j'ai décidé de m'intéresser à Olympe de Gouges, Hubertine Auclert et Simone de Beauvoir. Donc on va avoir Olympe de Gouges avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en réaction aux droits de l'homme et du citoyen qui ne prend pas en compte la femme finalement dans cette déclaration. Et donc en fait Olympe de Gouges va prôner l'égalité homme-femme, va prôner l'universalité des droits et c'est une parmi tant d'autres qui va permettre aussi de faire avancer la condition de la femme et l'émancipation de la femme vers une égalité des droits avec les hommes. Hubertine Auclert est une grande féministe qui s'est réapproprié le terme de féminisme en 1882, terme qui était apparu en 1871 dans le monde médical. Hubertine Auclert se l'est réapproprié pour en faire un terme plus positif qui définirait la volonté d'améliorer la condition de vie des femmes. C'est aussi une pionnière dans l'usage du féminin dans le langage. C'était une femme très indépendante qui prônait l'égalité homme-femme, qui prônait l'égalité en droit, mais aussi dans la vie en règle générale. Simone de Beauvoir est une des grandes féministes de notre société. Elle a vraiment permis à la femme de s'émanciper, de faire un bond en avant, puisque toute sa vie, elle s'est battue pour l'émancipation de la femme, pour faire en sorte que les hommes et les femmes soient à égalité. C'est une femme à la base qui vient d'une famille bourgeoise et qui en fait a vécu une vie plutôt peu rangée, puisqu'elle n'a pas voulu se marier, elle n'a pas voulu avoir d'enfants, alors que pour autant elle vouait un amour très intense pour Jean-Paul Sartre. Toute leur vie se sont aimés d'ailleurs. Lui avait proposé de se marier et elle ne voulait pas car elle avait peur des contraintes sociales qui dénaturer leur amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Elle a publié Le deuxième sexe en 1949, Le deuxième sexe qui parle vraiment du fait que la femme est objectalisée, qu'elle est érotisée et que finalement elle est sans arrêt dans une position de soumission par rapport à l'homme dans la société en règle générale. Et tout ceci a fait l'œuvre de son livre et finalement elle, surtout, ce qu'elle a apporté par rapport aux autres féministes, c'est le fait que
l'homme et la femme sont finalement des constructions sociales et qu'il n'y a pas de différence dans la biologie à trouver, mais par contre socialement il y a des différences puisque finalement la femme et l'homme sont des constructions purement sociales et non pas biologiques. Donc c'est au moment où la femme se libère sexuellement dans les années 60, c'est-à-dire qu'elle gagne le droit de disposer de son propre corps, qu'elle a droit à une sexualité épanouie, où elle ressent du plaisir et donc finalement où elle se sent bien dans cette sexualité, elle n'est plus forcée, elle n'est plus dans une logique où elle doit obéissance à son mari et que son devoir conjugal est de faire plaisir à son mari. Cette fois-ci, elle dispose de son propre corps et elle en jouit de la manière dont elle l'entend. La révolution sexuelle, aussi appelée la libération sexuelle, est née dans les années 1950-60. C'est un mouvement qui est marqué par l'émancipation sexuelle de la femme et par l'affirmation de l'égalité des sexes. Cette révolution entraîne une législation de la contraception et de l'avortement en reconnaissant que les sexualités ne sont plus seulement procréatrices. Cette révolution aura pour conséquence l'apparition du mythe de la beauté dans les années 60 qui a été inventé par certains hommes pour garder le contrôle sur la femme. Le mythe de la beauté est né dans les années 60. Il a été inventé par certains hommes pour qui l'émancipation de la femme effraie. La beauté est alors rendue objective et universelle, c'est-à-dire que les femmes doivent correspondre à un idéal de beauté et quiconque ne s'approche pas de cet idéal sera jugé de laide par la société dans son entièreté. Et donc c'est là où on voit aussi apparaître des problématiques de troubles alimentaires, c'est-à-dire de l'anorexie, de la boulimie, des problèmes d'hyperphagie, donc tout ce qui va vraiment avoir attrait avec le fait que les femmes aspirent à cet idéal de beauté, mais qui sera sans arrêt remise en question et finalement elles seront sans arrêt frustrées car n'y parviendront pas, car c'est un idéal impossible à atteindre. C'est encore une forme de violence, encore une forme de sexisme envers la femme qui ne doit pas s'émanciper car elle sera punie si elle monte dans la hiérarchie par exemple, dans le monde du travail, si par exemple elle se comporte de manière différente, de manière non attendue par rapport à une femme qui devrait être ménagère, femme au foyer, qui devrait faire la cuisine. On en est encore dans ce modèle-là, en tout cas en France, et donc finalement ici, elle est punie si elle ne correspond pas aux rôles sociaux, donc c'est ce qu'on appelle le sexisme hostile, et elle est protégée et confortée dans l'idée si elle correspond aux rôles sociaux. C'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Alors très personnellement, et je vais donner ici mon avis, je m'interroge sur quelle place a le sexisme aujourd'hui dans notre société. Est-ce que le sexisme, et donc cela passe bien sûr par les blagues sexistes, les blagues sur les femmes qui sont dites dans les repas de famille ou autres, avec tout autant d'humour qu'il est possible, est-ce que ces blagues-là, aussi tolérées soient-elles dans notre société actuelle, n'amènent pas du coup vers plus de violence, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire vers de la violence physique, sexuelle, économique, psychologique et verbale. C'est là où moi aujourd'hui je m'interroge, je me questionne et je vous invite aussi à en faire de même parce que je pense que c'est un réel sujet sociétal qu'il doit être remis sur la table, puisqu'il doit être mis sur la table, puisque finalement cela va aussi avoir des répercussions sur les jeunes générations et que finalement c'est important qu'on en parle, c'est important que les dîners de famille ne soient plus faits de blagues sexistes, mais soient faits justement de qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, qu'est-ce qui doit être puni, qu'est-ce qui ne doit pas être puni. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la femme a acquis un certain nombre de droits grâce au combat sans merci de grandes féministes qui ont marqué l'histoire. Cependant, des efforts restent encore à fournir pour obtenir l'égalité des sexes. En effet, il existe encore des freins à l'émancipation féminine, tels que le sexisme hostile, qui est une manière de punir une femme qui sort de son rôle social, le sexisme bienveillant, qui est une manière de récompenser une femme qui reste dans son rôle social, et enfin, le mythe de la beauté, qui est une forme de sexisme qui exige de la femme qu'elle corresponde à un idéal de beauté. Cependant, il existe des solutions face à cela. En effet, vous pouvez déjà dire lorsqu'un geste, une parole ou un comportement sexiste vous met mal à l'aise et vous dérange. Parfois, ce n'est pas facile, voire ce n'est pas possible, et dans ce cas, voyez ce que vous pouvez faire sans vous mettre en danger.
Et enfin, il faut continuer de sensibiliser et prévenir les générations actuelles et futures afin que les hommes et les femmes luttent ensemble pour l'égalité des sexes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce 7e épisode. Je vous invite à l'aimer si vous l'avez apprécié. Je vous invite bien sûr à commenter et à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde comme thématique. Bien sûr à partager au plus grand nombre cet épisode pour qu'il soit diffusé au maximum et que nos générations en parlent, mais aussi les générations futures, puisque c'est aussi un sujet d'avenir. Et je vous invite bien sûr à aller sur ma page Instagram, à vous abonner sur la page marie.lorcher.pro, sur ma page Twitter également, @lorchermarie. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.